Alors, comme introduction, bien sûr, au niveau de l'école, les apprenants, donc, ils utilisent les différentes langues, français, anglais, espagnol, arabe. Actuellement, donc, il y a une autre langue qui est indispensable pour nos apprenants. Donc, c'est la langue de l'ordinateur, c'est les langages de programmation en général. Du coup, ce sont des compétences indispensables, soit dans notre vie professionnelle ou bien personnelle. Donc, du coup, l'intérêt de cette partie de notre cours, notion d'algorithme et instruction de base. Bien sûr, quand on parle d'un ordinateur, c'est une machine qui se compose de deux parties. L'une, elle complète l'autre. La première partie, comme vous avez vu en module 1, c'est la partie matérielle, la partie hard. Dans ce cas, on parle de l'ordinateur, de l'écran, de l'unité centrale, du clavier, de la souris. Et bien sûr, le matériel sans le soft, sans la partie logicielle, que vous avez déjà vu en module 2. C'est-à-dire qu'en fin de compte, notre ordinateur il se compose de deux parties qui sont indispensables, la partie matérielle et la partie logicielle. Bien sûr, notre cours, donc, il va entrer dans la partie logicielle. Là, on va apprendre ensemble comment on peut développer des programmes exécutables par la machine. Du coup, donc, notre chapitre, qui appartient au module 3, algorithmique et programmation, est intitulé donc notion d'algorithme et instruction de base. Alors, la première partie qu'on va voir ensemble donc, sera consacrée aux notions d'algorithme. Afin de vous approcher de ce concept, du coup, on va travailler sur deux activités. Donc, la première activité, c'est un problème d'acheminement. Et la deuxième activité, donc, c'est le retrait d'argent à partir d'un guichet automatique bancaire. Donc, on commence la première activité. Donc, la situation est la suivante. Supposons que vous avez 4 points, A, B, C et D. Le problème, c'est se déplacer de A vers le B. Ce qu'on vous demande, citer les différentes solutions possibles pour se déplacer du point A vers le point B. Selon la situation, il apparaît bien qu'il n'y aura pas une seule solution. La solution rapide ou bien triviale, c'est qu'on peut passer directement de A vers le B. Sinon, il y a un autre moyen, il y a un autre chemin, c'est qu'on peut passer de A vers le C et après vers le B. Sinon, donc on peut passer de A vers le C, vers le D. Et bien sûr, ça, il y a deux chemins, soit de AD vers le B directement, soit le AC vers D et puis vers le B. En fin de compte, on a combien de problèmes? Donc, il y a un seul problème, c'est qu'on aimerait bien se déplacer de A vers le B. Alors, ce problème nous a généré 4 solutions pour le moment. Donc, on peut passer directement, comme on peut passer par les autres chemins. Du coup, donc on peut dire que si vous avez un problème et vous voulez le résoudre, peut-être que votre problème peut être résolu par plusieurs solutions. La deuxième activité donc, sera consacrée au retrait d'argent à partir d'un GAB, guichet automatique bancaire. Supposons qu'une personne veut faire le retrait d'argent à partir du guichet automatique bancaire, c'est à nous de lui dire quelles sont les étapes qu'il faut suivre afin de satisfaire ce besoin. Bien sûr, si on est devant le GAB, avant de faire quoi que ce soit, donc il faut utiliser votre carte. Du coup, la première opération, c'est introduire la carte. Bien sûr, votre carte, elle contient vos informations concernant votre compte, concernant votre nom, votre solde, etc. Une fois la carte est introduite, donc le guichet automatique, donc il va lire les informations que vous avez mises dedans. Et bien sûr, donc pour sécuriser les données que vous avez sur votre carte, le GAB il va vous demander de taper le code. Bien sûr, à ce niveau-là, lorsqu'on tape le code, soit vous tapez le code correctement, et du coup, vous allez passer à l'étape suivante. Sinon, donc, le système, ou bien le GAB, il va vous demander de retaper le code, et vous avez bien sûr 3 essais. Étape 3, le guichet automatique ne permet pas seulement le retrait. Donc, on peut consulter notre solde, on peut faire le chargement, si vous voulez, de la carte. Donc, du coup, l'étape 3, ça va être choisir le retrait. C'est l'opération qu'on aimerait bien atteindre dès le départ. Une fois que vous faites le choix de retrait, donc l'étape suivante, le GAB il va vous proposer des montants. Alors, du coup, on va passer à l'étape, choisir le montant. Et à la fin, si tout ça se passe bien,
avant que le GAB répond à votre demande, donc il va faire vérification des soldes. Est-ce que vous avez suffisamment de soldes pour satisfaire cette demande? Et à la fin, si tout ça se passe bien, vous allez récupérer votre carte, plus argent et un ticket au cas de besoin. À partir de cette activité, il apparaît bien que pour atteindre notre objectif, on est obligé de passer par étapes. Ma question, est-ce qu'on peut échanger l'ordre de ces différentes étapes? Bien sûr que non. Je ne peux pas lui donner l'argent et après, donc, je vais lui dire qu'en quoi vous n'avez pas suffisamment de soldes pour faire l'opération. Du coup, je vous demande de noter que l'ordre est très, très important. Donc, à partir de ces deux activités, on peut conclure que quand on parle algorithmique, on parle d'un couple problème-solution, c'est-à-dire que l'algorithmique, c'est un concept qui permet la résolution d'un problème. Selon toujours les deux activités qu'on vient de faire, donc un algorithmique est une suite d'actions, des étapes, des phases. Et bien sûr, quand on parle d'un algorithmique, donc il suit un enchaînement ordonné. Du coup, donc si vous faites les étapes dans un ordre, si on permet les étapes, sûrement on va aboutir à un autre résultat. Donc à partir de cette conclusion, on peut définir notre algorithme en général comme étant l'ensemble d'actions. Dans le jargon informatique, on utilise le terme instruction. On va le voir bien sûr après lorsqu'on va entamer les langages de programmation. Ces actions, bien sûr, doivent être précises. Il faut que tout le monde puisse comprendre la même chose. Il faut être précis lors de l'écriture de votre algorithme. Ces instructions, bien sûr, doivent être exécutées dans un ordre bien déterminé. Et l'objectif d'un algorithme, toujours, c'est la résolution d'un problème. À vrai dire, lorsque vous avez un problème et vous voulez le résoudre, automatiquement, vous êtes en train d'utiliser un algorithme. Alors, après avoir défini le terme algorithmique, on va passer maintenant à quelques exemples. Donc, on va travailler ensemble sur deux exemples. Le premier exemple sera consacré aux recherches au sein d'un dictionnaire. C'est quand vous allez donc déterminer les différentes étapes qu'il va utiliser une personne pour faire la recherche au sein de dictionnaire. Le deuxième exemple, c'est l'usage d'un appareil téléphonique à pièce de monnaie pour effectuer une communication. Ce qui est demandé, on va dégager ensemble les différentes étapes pour satisfaire les deux besoins et pour répondre à ces deux demandes. Donc, en commençant par le premier exemple, recherche au sein d'un dictionnaire. Alors, supposons que vous voulez montrer à quelqu'un comment il va se comporter pour chercher la définition d'un mot au sein de dictionnaire. Alors, à ce niveau-là, donc on va commencer par les différentes étapes. Alors, bien sûr, la première étape, les étapes triviales, comme quoi ouvrir le dictionnaire, on ne va pas citer à ce niveau, mais plutôt on va commencer par la première étape. Si vous cherchez un mot, automatiquement, vous êtes obligé de déterminer la première lettre. Une fois la première lettre du mot est déterminée, on peut passer à la deuxième étape. Maintenant, vous avez la première lettre. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez donc la chercher au niveau du dictionnaire. Si vous avez de la chance, vous allez trouver le mot d'un coup. Sinon, donc, il faut passer à l'étape suivante. C'est que vous allez déterminer ou bien reproduire la même procédure de tout à l'heure, déterminer la deuxième lettre et puis donc la situer au niveau de dictionnaire. Vous allez refaire l'opération autant de fois, donc jusqu'à arriver au mot exact. Et bien sûr, si on arrive au mot exact, le résultat abouti à la fin, ça va être la définition de votre mot. C'est-à-dire que ici, vous avez les différentes étapes qui mènent quelqu'un à faire la recherche au sein du dictionnaire. Le deuxième exemple, on va le consacrer à l'usage d'un appareil téléphonique à pièce de monnaie pour effectuer une communication. Bien sûr, donc la première étape, c'est il faut décrocher l'appareil. Une fois l'appareil décroché, il faut noter que notre appareil, donc c'est un appareil téléphonique à pièce de monnaie. Du coup, il ne supporte que des monnaies, des pièces. Alors, pour effectuer votre communication, il faut alimenter l'appareil. Et pour alimenter l'appareil, donc il faut introduire ou bien insérer les pièces nécessaires. Troisième étape, donc il faut composer le numéro désiré. Après, on passe à la communication et bien sûr à la fin,
il faut raccrocher l'appareil. Si vous vous rappelez bien, tout à l'heure, je vous ai dit au niveau de la définition qu'un algorithme, ses instructions doivent être précises. À ce niveau-là, je reviens avec vous vers la deuxième instruction. Donc, j'avais dit insérer des pièces et pas d'argent, puisque si je mets insérer de l'argent, alors l'argent, ça peut être des pièces, ça peut être des billets. Alors, des coups, ça va être une instruction qui est imprécise. Des coups, je vous recommande toujours, lors de l'écriture de votre algorithme, de mettre en place des instructions précises qui seront comprises avec la même façon pour tout le monde. Donc, après avoir parlé de la définition et après avoir traité deux exemples, donc on va passer maintenant vers les caractéristiques d'un algorithme. Alors, pour dégager les caractéristiques d'un algorithme, donc on va travailler sur deux activités. Alors, la première activité, il vous montre qu'il y en a 3 personnes. On lui demande de résoudre le même problème. La question, est-ce que ces différentes personnes ils vont proposer la même solution? Pas forcément. Peut-être que le même problème, il est vu avec la première personne, il va proposer une solution, la deuxième, une autre solution, ainsi de suite. Il y a bien sûr une possibilité que tout le monde puisse donner la même solution, mais quand même, il y a la possibilité que chacune de ces différentes personnes peut proposer leur propre solution. Du coup, quand on parle de solution, il y a une touche personnelle. Du coup, donc la solution, il dépend plutôt de la créativité de la personne. Et quand je dis créativité de la personne, c'est sa personnalité, c'est son niveau d'études, c'est sa culture, ainsi de suite. Ce qu'on peut tirer à partir de cette activité, que si on donne le même problème à plusieurs personnes, peut-être qu'on va aboutir à des solutions différentes. Du coup, le même problème peut avoir plusieurs solutions et la solution peut être impactée par la créativité de la personne en général. La deuxième activité, si je me pose la question suivante, un algorithme doit être fini ou bien infini? On revient un petit peu en arrière vers les deux exemples. On a cité les étapes. Il y a un début, puis il y a la fin. Si notre algorithme n'aboutit pas à un résultat, s'il est infini, c'est-à-dire qu'on ne va pas aboutir à un résultat. Et s'il n'aboutit pas à un résultat, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de solution. Du coup, donc notre algorithme, parmi ses caractéristiques, doit être fini pour aboutir à un résultat. À partir de ces deux activités, on peut citer les caractéristiques d'un algorithme sous la forme suivante. Donc, la réalisation d'un algorithme est un acte créatif basé sur la logique. Un algorithme doit être fini et bien sûr, il doit se terminer après un nombre fini d'opérations bien d'instructions. Un même problème peut être résolu au moyen de plusieurs algorithmes. Donc ça représente donc les différentes caractéristiques, c'est-à-dire lorsque vous écrivez votre algorithme, donc essayez de l'analyser, essayez de voir est-ce qu'il respecte ces différentes caractéristiques. Donc après avoir parlé de la notion d'algorithme, on passe à une partie très importante autour de l'algorithmique et de la programmation, c'est la notion de données en général. Puisque quand on parle d'algorithme, on va développer donc des instructions. Ces instructions auront besoin des données. À titre d'exemple, tout à l'heure, je vous ai parlé de GAB. Alors, pour utiliser le GAB, vous êtes obligé d'insérer votre carte. Alors, votre carte, elle contient des données, telles que votre nom, votre solde, votre compte bancaire, ainsi de suite. Alors, du coup, la deuxième partie, on va le consacrer à la notion de données. Alors, soit une donnée X, donc on peut le comparer à ce que vous faites en physique, en mathématiques, en sciences naturelles, en sciences d'ingénierie en général, déterminer les différentes caractéristiques de cette donnée. Supposons qu'on est en mathématiques. Donc, il y a une donnée qui s'appelle X, il y a une autre qui s'appelle Y. En physique, on peut parler de la vitesse, on peut parler de la température, on peut parler de la hauteur. Du coup, lorsqu'on parle d'une donnée en général, il faut lui donner un nom. C'est le premier caractéristique d'une donnée. Deuxième des choses, donc chaque donnée doit avoir une valeur. Quand vous faites en mathématiques X est égal à 1, à ce niveau-là, vous êtes en train d'affecter une valeur à X pour pouvoir l'exploiter et l'utiliser après.
En mathématiques toujours, vous travaillez avec les ensembles. Il y a l'ensemble N, Z, R. Donc ici c'est pareil, sauf qu'on a d'autres types qu'on va découvrir ensemble. Et bien sûr, une donnée, il peut avoir une valeur qui est fixe. Le cas de pi par exemple, qui est égal à 3,14, comme il peut avoir une valeur qui est variable. Du coup, on peut dire qu'une donnée en général se caractérise par son nom, à partir duquel on peut l'identifier par rapport aux autres variables, par sa valeur, prise lors de l'exécution de l'algorithme, par sa nature, est-ce que cette donnée garde la même valeur, du coup c'est une constante, ou bien change leur valeur au cours de l'algorithme, on parle dans ce cas-là d'une variable, et bien sûr de son type. Bien sûr, nous, au-delà des mathématiques, il n'y a pas que les chiffres, on pilote même les caractères, les booléens qu'on va découvrir tout de suite. Alors on va essayer de découvrir chaque caractéristique, en commençant par le nom, ou bien avant de découvrir les caractéristiques, on va essayer de faire l'activité suivante, puisque après avoir parlé des caractéristiques des données, on aimerait bien savoir quels sont les types de données qu'on peut avoir dans un algorithme. À ce niveau-là, on revient toujours vers le cas de GAB, de guichet automatique bancaire. On aimerait bien déterminer ensemble les données d'entrée, bien ce qu'on appelle input data, et les données de sortie qui représentent les output data. Alors, tout à l'heure, selon l'exemple numéro 2, il apparaît bien que les données d'entrée, c'est votre carte plus votre code. Donc, vous allez introduire votre carte qui contient les données de votre compte et vous allez saisir votre code. Alors, ces données seront lues par votre GAB. Après avoir traité votre opération, il va générer donc des données de sortie. Alors, pour les données de sortie, donc vous allez récupérer votre carte, vous allez récupérer l'argent au cas où vous faites le retrait et puis un reçu au cas de besoin. C'est-à-dire qu'il y a des données qu'on va introduire nous-mêmes à notre algorithme, il y a des données qui seront produites par l'algorithme lui-même. Du coup, il faut séparer entre ce qu'on appelle les données d'entrée et puis les données de sortie. Alors, en général, on peut dire que dans un algorithme, donc une donnée caractérisée par 4 attributs, qui sont, donc il y a le nom d'une donnée, sa valeur, son type et sa nature. Et bien sûr, il faut différencier entre deux choses. Donc, on distingue entre deux catégories de données. Donc, il y a les données d'entrée. Ce sont des données à fournir par nous-mêmes. Il y a des données de sortie. Donc, ce sont des résultats produits par l'algorithme ou bien le programme en général. Donc, on va découvrir maintenant donc, les différentes caractéristiques dont on a parlé tout à l'heure, à savoir le nom, la valeur, le type et puis la nature. Alors, quand on parle de nom d'une donnée, on utilise donc le mot-clé identificateur. Pourquoi? Puisque le nom, il permet d'identifier une donnée des autres. Alors, du coup, donc, ça représente un nom symbolique représentant la donnée dans un algorithme. Symbolique, tout à l'heure, je vous ai dit qu'en physique, pour la vitesse, on utilise le V. Pour le temps, on utilise le T. Donc, du coup, la même chose ici. Donc, on aimerait bien utiliser des noms qui sont symboliques. À titre d'exemple, je peux déclarer une variable X, je peux déclarer une variable qui s'appelle somme, une variable qui s'appelle mot, produit. Et bien sûr, comme je vous ai dit tout à l'heure, il faut donner des noms significatifs pour faciliter la lecture de votre algorithme et leur exécution après sur la machine. Deuxième caractéristique d'une donnée, c'est la valeur. Alors la valeur, donc il représente donc une valeur prise par la donnée au cours de l'exécution de l'algorithme. En algorithmique, normalement, en mathématiques, on utilise le symbole égal pour affecter une valeur à une variable. Ici, en algorithmique, c'est surtout donc on utilise une flèche vers la gauche. Alors, comme celui-là, donc soit la variable x. Si vous voulez affecter une valeur à cette variable, donc on procède avec la façon suivante, x reçoit. On va le découvrir après lorsqu'on va parler des instructions de base. L'essentiel, cette valeur, elle est prise par notre algorithme, par la variable au cours de l'algorithme en général. La quatrième, si vous voulez, la troisième caractéristique, c'est le type de données. Alors, quand j'ai des types de données, je prends un exemple très simple. Supposons X appartient à l'ensemble N. Quelles sont les valeurs que peut prendre cette donnée? Alors, bien sûr, ce sont les chiffres naturels, n'est-ce pas, qui commencent de 0, 1, etc. Dès qu'on peut dire que l'ensemble des valeurs que peut prendre une donnée, c'est ça son type. En informatique, en algorithmique, il n'y a pas que les chiffres.
on va découvrir sur le tableau suivant, vous avez les entiers, donc c'est l'ensemble Z. Vous avez donc les réels, c'est l'ensemble R. En plus des chiffres, on travaille avec d'autres types. Alors là, le troisième type, c'est les caractères. Alors quand je dis caractères en général, ça peut être soit une lettre, soit un chiffre, soit un symbole. Comme c'est l'exemple suivant, donc je peux avoir le caractère A, je peux avoir le caractère arrobas qui représente un symbole, je peux avoir le caractère cat. Je vous demande de remarquer que par des règles syntaxiques, le caractère sera délimité par simple cote. Il n'y a pas que le caractère, si on prend par exemple votre adresse mail, donc il est composé de quoi en fait? Normalement, c'est un ensemble de caractères. Du coup, à ce niveau-là, on peut dire qu'après les caractères, on peut parler des chaînes de caractères. Par exemple ici, Maroc 2010, Euro 2016, Atlas, etc. Le dernier type, c'est ce qu'on appelle le booléen. Alors un booléen, c'est une donnée qui peut être soit vraie, soit faux, soit 0, soit 1. Donc on l'utilise souvent dans les langages de programmation pour développer donc des algorithmes ou bien des programmes exécutables par la machine. À vrai dire, donc ça représente les différents types que vous pouvez utiliser pour définir les données de votre algorithme. Donc la dernière caractéristique, c'est la nature d'une donnée. Alors quand on parle de la nature d'une donnée, donc une donnée ça peut être constante, c'est-à-dire il garde la même valeur au cours de l'exécution de l'algorithme, comme le cas de pi qui est égal à 3,14, comme le cas de la force de pesanteur, le G qui est égal à 9,81. Et en algorithmique, pour écrire une constante, on utilise donc le mot-clé const. Deuxième nature, donc si la donnée n'est pas constante, sûrement doit être une variable. Alors une variable, quant à lui, c'est une donnée qui peut changer sa valeur au cours de l'exécution de l'algorithme. Et à ce niveau-là, à la place du mot-clé const que je vous ai dit tout à l'heure, vous allez utiliser le mot-clé var. Mais lorsque vous voulez définir une constante, il faut donner le nom puis la valeur. Lorsque vous voulez définir une variable, il faut donner le nom et juste à côté son type. Donc après avoir parlé de notion de données, on revient vers la définition pour vous dire quel est le rôle de l'algorithme. Selon ce qu'on vient de voir jusqu'à maintenant, c'est la résolution d'un problème. Alors du coup, on va découvrir ensemble quelle est la démarche algorithmique. Si je veux rédiger un algorithme devant un problème que j'aimerais bien résoudre, quelle est la méthode, bien comment je dois se comporter pour résoudre le problème. Alors à ce niveau-là, je vais vous montrer le schéma suivant. Vous avez un problème et qu'est-ce que vous cherchez? Vous cherchez une solution. Alors du coup, pour arriver à la solution, vous allez passer par deux phases. Alors, vous avez votre problème, il est clair, et vous cherchez une solution pour résoudre ce problème. Alors, pour passer du problème vers la solution, bien vers votre algorithme, vous allez donc passer par deux phases. Donc, la première phase, c'est la phase d'analyse. C'est la phase la plus importante, puisque à ce niveau-là, il faut définir quelles sont les données à fournir à votre algorithme, quels sont les résultats à produire et quel est le traitement que vous allez mettre en place. Une fois que la phase d'analyse est terminée, donc on va l'exploiter dans la deuxième phase, la phase de conception, c'est que vous allez organiser donc les traitements dans l'ordre convenable. Ici, on parle en général de la solution, ce sont les ingrédients de votre solution, et ici, donc, vous allez donc essayer d'organiser et d'ordonner ces différents ingrédients pour arriver à la solution finale. Donc, c'est ça ce que nous voulons dire par la démarche algorithmique. Donc, après avoir parlé de démarche algorithmique, la dernière partie consacrée à notre premier chapitre, notion d'algorithme et instructions de base, c'est ce qu'on appelle les instructions de base. À vrai dire, les instructions indispensables que vous allez rencontrer dans tous les algorithmes que vous allez développer. Alors, à ce niveau-là, on va parler de trois instructions. Alors, la première instruction, c'est l'instruction de lecture. Tout à l'heure, je vous ai dit que lorsque vous faites l'introduction de votre carte au niveau de GAB, le GAB il va lire les données. Du coup, donc, la première instruction, ça va être la lecture. La deuxième instruction, c'est l'écriture, ou plutôt l'affichage. Le GAB, comment il communique avec l'utilisateur ou bien avec la personne qui cherche
qui est en train de faire le retrait. Alors, via son écran, il affiche des informations pour pouvoir communiquer donc l'évolution de l'opération avec l'utilisateur. Et bien sûr, la dernière instruction de base qu'on va découvrir ensemble, c'est l'affectation. Alors, on commence par la lecture. Il est qualifié comme étant une instruction d'entrée. Je vous donne un exemple très simple. Vous voulez accéder à votre boîte email, automatiquement, vous êtes censé écrire votre email et puis votre mot de passe. Alors, le serveur Gmail ou quoi que ce soit, il va essayer de lire les informations que vous allez saisir. C'est-à-dire que cette instruction, c'est une instruction indispensable dans un algorithme. On peut dire que la lecture, c'est l'action, bien l'ordre, qui permet d'introduire des données dans un algorithme. Syntaxiquement, pour utiliser cette instruction de lecture, donc on utilise le mot-clé lire. Et entre parenthèses, le nom de variable qu'on aimerait bien lire. Par exemple ici, donc on peut avoir lire le prix, lire les informations de la carte, lire l'email de l'utilisateur, ainsi de suite. Deuxième instruction, c'est l'instruction de base bien sûr, c'est l'écriture ou bien l'affichage. Il est qualifié comme étant une instruction de sortie. Donc à partir de son nom, il permet de communiquer ce qui se passe au niveau d'algorithme avec l'utilisateur final. Du coup, donc cette instruction, bien cette action, c'est une action qui permet de communiquer le résultat dans un algorithme. Là, syntaxiquement, on utilise tout à l'heure, on a utilisé le mot-clé lire. Maintenant, on va utiliser donc le mot-clé écrire et puis le nom de la donnée. À titre d'exemple, écrire entre parenthèses résultat. On va découvrir un exemple après et vous allez bien comprendre l'impact de ces différentes instructions. Alors après l'écriture et la lecture et puis l'écriture, on passe à la dernière instruction de base, c'est l'affectation. Alors tout à l'heure, je vous ai dit que l'algorithme, donc il doit être développé autour de données. Alors ces données-là, ils ont besoin des informations, bien des valeurs. Alors c'est cette instruction qui va satisfaire cette opération. Du coup, on peut dire que l'affectation générale, donc c'est l'opération qui permet de ranger la valeur d'une expression dans une variable. On va prendre un exemple pour plus de détails. Bien sûr, quand on parle d'expression, c'est une combinaison d'opérateurs et puis d'opérandes. Quand je parle du point de vue arithmétique, les opérateurs, on peut citer l'addition, la soustraction, la multiplication, la division. Et si vous avez l'exemple suivant, quand je vous ai dit tout à l'heure sur le tableau, en algorithmique, on utilise donc le symbole flèche vers la gauche. C'est l'équivalent du symbole égal, comme je vous ai dit tout à l'heure, lorsqu'on a parlé de la valeur d'une donnée. Alors, à titre d'exemple, vous avez ici deux variables, A et B. A, on lui affecte la valeur 3. Le B, on lui affecte la valeur 5. Je peux créer une autre variable, somme. Je lui affecte donc l'opération, bien l'expression A plus B. Alors, mes opérandes, c'est le A et le B. Mon opérateur, c'est l'opérateur plus qui représente l'addition. Du coup, donc, la valeur de ma variable somme, c'est la valeur 8, puisque j'ai pris la valeur de B et de A, qui est le 3 plus 5, qui est donc la valeur 8 en général. Donc, c'est ça le rôle de l'affectation. Donc, une application directe de cette instruction de base d'affectation. On revient vers notre cas de tout à l'heure, guichet automatique bancaire. Supposons que l'utilisateur, pour le moment, il dispose du solde qui contient la valeur 5000. Il veut faire le retrait de 1000 dirhams. Bien sûr, avant de satisfaire l'opération, la question qu'il faut poser, est-ce que ce retrait est possible? Il apparaît bien que le solde est suffisamment disponible pour qu'on puisse satisfaire ce besoin. Du coup, le nouveau solde c'est l'ancien solde moins la valeur de retrait. Donc à ce niveau-là, le solde et puis le retrait, ces deux variables représentent nos opérandes. Et ça, il représente notre opérateur, c'est l'opérateur de soustraction. Du coup, donc le nouveau solde, c'est le 5000 moins 1000 dirhams qui donne 4000.
seulement c'est une application directe de notre instruction d'affectation. Donc après avoir parlé des instructions de base, on va passer maintenant à la syntaxe générale d'un algorithme. Vous voulez rédiger votre algorithme, quelles sont donc les choses qu'il faut respecter ou bien quelles sont les parties qu'il faut développer. Donc à ce niveau-là, donc on va parler de la représentation d'un algorithme. Si vous avez un algorithme, il y a deux moyens pour la représenter. Alors la première, c'est qu'on utilise, si vous voulez, un pseudocode. C'est un code qui se base sur notre langue naturelle, mais avec des syntaxes à respecter. Sinon, donc, on peut le développer avec un organigramme sous forme d'un schéma. Nous, on va s'intéresser pour le moment à notre pseudocode. Alors, un pseudocode en général, ou bien un algorithme en général, doit avoir les parties suivantes. Il faut avoir une partie en tête, qui va donner, donc, si vous voulez, une signification à votre algorithme. Une partie déclarative. Votre algorithme, c'est un ensemble de données. Il faut définir toutes les données de votre algorithme. Et bien sûr, une partie corps, c'est là où vous allez faire les traitements nécessaires, plus précisément les différentes étapes qu'il faut suivre pour aboutir au résultat final. Alors, le pseudocode, donc on peut le voir sous la forme suivante. Alors, vous avez l'entête qui est en haut. On écrit le mot algorithme ainsi que le nom de l'algorithme. Bien sûr, il faut utiliser des noms significatifs. Il y a la partie déclarative, on déclare les constantes, chaque constante avec son nom juste à côté sa valeur, et chaque variable son nom juste à côté son type. Et le corps doit être entre début et fin, c'est là où vous allez mettre toutes les instructions de votre algorithme. À titre d'exemple, calculer la somme de deux nombres A et B. Alors si je veux calculer la somme de A et B, on peut donc vous proposer le pseudocode suivant. Donc l'algorithme s'appelle somme, puisque notre objectif c'est calculer la somme. J'aurai besoin des variables suivantes, a et b et somme, ce sont des réels. Pour calculer la somme, j'aurai besoin des valeurs de a et de b. Des coups entre début et fin. Je demande à l'utilisateur, donc notre programme il va lire le a, il va lire le b. Si la valeur de a et la valeur de b sont là, je peux faire la somme. Donc vous avez l'instruction de base lecture, l'instruction de base affectation, j'affecte la somme de A et B vers la variable somme, et après je communique le résultat avec l'utilisateur via l'instruction d'écriture. Donc pour faire le récap de tout ce travail, on va passer à un exercice. Alors supposons qu'on aimerait bien donner l'algorithme qui permet de calculer et afficher la surface d'un rectangle. On va essayer d'appliquer ensemble la démarche algorithmique. Il faut rappeler bien que tout à l'heure, je vous ai dit qu'il y a deux phases. Donc, il y a la phase d'analyse, là où vous allez définir les données à fournir, les données à produire, ainsi que le traitement et les formules. Et la phase de, si vous voulez, de conception, c'est là où vous allez organiser et ordonner tous les ingrédients de la phase d'analyse. Alors, on commence par la phase d'analyse. Alors, notre objectif, c'est calculer la surface d'un rectangle. Alors, du coup, on aimerait bien, dans un premier temps, déterminer les données d'entrée, les données de sortie, et puis le traitement, bien la formule à exécuter. On commence par les données. Alors, pour les données d'entrée, il apparaît bien, pour calculer la surface d'un rectangle, j'aurai besoin de la largeur et puis la longueur. Pour les données de sortie, c'est la surface. Alors, deuxième des choses qu'on va déterminer, quel traitement, bien quelle formule on aura besoin pour satisfaire ce besoin. Alors, on va utiliser la formule mathématique suivante, c'est que la surface, c'est la largeur fois la longueur. Donc, il apparaît bien que dans la phase d'analyse, j'aurai besoin de combien de variables? Donc, déjà, vous avez la largeur et vous avez la longueur. Donc, qui va introduire ces données? Donc, normalement, c'est nous-mêmes, c'est l'utilisateur. Une fois que vous aurez la largeur, la longueur, vous aurez une autre variable qui va calculer la surface. Comment il va le calculer? Donc, il va appliquer la formule suivante. Donc, notre pseudocode. Alors, premièrement, notre algorithme, l'entête, ça va être surface. Donc, c'est un nom significatif vis-à-vis donc l'objectif qu'on cherche à mettre en place. Je vous ai dit tout à l'heure qu'on aura besoin de deux variables d'entrée, une variable de sortie. Du coup, donc, vous avez la variable largeur, longueur et surface. Je vous demande de remarquer que j'ai utilisé des noms significatifs.
ça facilite la lecture de notre algorithme par n'importe qui. La partie corps est délimitée, comme je vous ai dit tout à l'heure, entre début et fin. Pour calculer la surface, j'aurai besoin de la largeur plus la longueur. Alors, dès que je demande à l'utilisateur de saisir la largeur et la longueur, il faut que mon algorithme lie les deux variables. Une fois que vous avez la valeur de la largeur et la longueur, on passe à la formule. Surface, on lui affecte l'instruction d'affectation, la largeur fois la longueur. Et bien sûr, en fin de compte, je communique pour l'utilisateur la valeur de la surface. Donc ça représente en grosso modo un exemple d'un pseudocode qui permet la résolution du problème calculer la surface d'un rectangle.